Au début du 18e siècle, la nation canadienne-française n'existe pas encore comme telle. En fait, au départ, nous sommes des Français, tout simplement, des colons français qui viennent s'établir en Amérique. Mais dès 1700, on voit dans les textes qu'on commence à parler de Canadiens. On distingue le Canadien, qui est un Français né au Canada, du Français de France, qui est un Français né en métropole. Le commandant en chef Montcalm m'avait dit pendant la guerre de la conquête, il dit « Les Canadiens et les Français sont comme deux nations distinctes et même deux nations ennemies. » Il y avait effectivement une très grosse rivalité entre les Canadiens et les Français. Dans l'armée, par exemple, dans l'armée, les Canadiens combattaient dans des milices canadiennes commandées par les Canadiens, et les Français dans des régiments de l'armée régulière française commandés par des Français. C'était pas possible pour un Français de commander les Canadiens, et ce n'était pas possible pour un Canadien de commander les Français. Donc, il fallait qu'on fasse des unités séparées. Dans l'Église, c'était la même chose. Dans le commerce, c'était la même chose. Il y avait une rivalité dans le commerce des fourrures entre les marchands canadiens et les marchands français. Cependant, est-ce qu'on peut à ce moment-là parler d'une nation canadienne? À mon avis, non. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, la France n'est pas encore unie sur le plan culturel comme elle va l'être au cours du 19e et 20e siècle. La France, c'est en fait une espèce de fédération d'une vingtaine de provinces, d'une vingtaine de langues régionales qu'on appelait à l'époque des patois. Et je dirais que l'identité canadienne, c'était un régionalisme français. C'était le 21e régionalisme français, un régionalisme d'outre-mer. Mais ce qui est arrivé, c'est que la conquête anglaise nous a coupés de notre mère patrie et nous a coupés trop tôt. Supposons qu'il n'y aurait pas eu la conquête. Supposons que le Canada serait resté dans l'Empire français pendant encore un siècle. Fort probablement que la nation canadienne ou le peuple canadien aurait évolué jusqu'à devenir une nation et il aurait fini par se séparer de la France, comme par exemple les Anglais des États-Unis ou du Canada anglais l'ont fait, comme les Espagnols du Mexique ou les Portugais du Brésil. Alors, à un moment donné, on aurait atteint un niveau de maturité nationale. Mais je ne pense pas qu'au temps de Montcalm, c'était encore réalisé. On était un fort régionalisme, mais on était encore des Français. Parce que, à cette époque-là, l'identité nationale se fait en fonction de l'adhésion à la personne d'un roi. Aujourd'hui, c'est plutôt une adhésion à un territoire, à un système de gouvernement ou à une langue, par exemple. On pense aux Québécois qui s'identifient surtout en fonction de la langue aujourd'hui. Mais au 18e siècle, dans l'Ancien Régime, c'est vraiment l'adhésion à la personne du roi. Mais là, notre cordon ombilical est rompu par la conquête. Alors, et là, on va être obligé de devenir une nation, mais une nation qui va être sous domination britannique. Alors, au début, pendant 20 ou 30 ans, on a espéré que la France puisse reconquérir le Canada à la faveur d'une victoire militaire en Europe. On espérait encore ça à l'époque, on voyait Napoléon Bonaparte battre les Anglais partout dans le monde. Mais bon, ça s'est avéré un rêve un peu utopique parce qu'il faut se rappeler que l'Angleterre avait la suprématie des mers et que pour contrôler l'Amérique, il fallait avoir la suprématie sur les victoires terrestres de Napoléon ne servaient à rien. Mais avec le temps, on va commencer à s'identifier comme des Canadiens. Nous ne sommes plus des Français, nous sommes des Canadiens. Mais qu'est-ce qu'un Canadien en 1800? En 1800, le Canadien se perçoit comme un sujet britannique. Un loyal sujet britannique d'ailleurs. La preuve, c'est que les Canadiens vont se battre vigoureusement contre les Américains lors de la guerre de 1812. Mais on se voit comme des sujets britanniques particuliers. Des sujets britanniques de langue française et de religion catholique. Ce qui amenait évidemment un conflit avec d'autres loyaux sujets britanniques, les Anglais qui étaient ici, les Anglais de Montréal, les Anglais de Québec, qui nous disaient, au fond, si vous voulez être des vrais Anglais, des vrais Britanniques, devenez protestants, devenez anglophones, ce que nos ancêtres, évidemment, se refusaient à faire.
Alors, Louis-Joseph Papineau, c'est certainement la figure politique la plus brillante de notre histoire au 19e siècle. En comparaison des politiciens que l'on a aujourd'hui, c'est certainement un géant. C'était un homme de grande culture, c'était un brillant orateur, c'était un homme de pensée aussi, un homme de philosophie. C'est quelqu'un d'extrêmement riche, aussi riche que peut l'être le 19e siècle. On n'a pas idée comment le 19e siècle, sur le plan des idées, était un siècle très très riche et un siècle, ne l'oublions pas, un siècle très religieux. Les hommes du 19e siècle étaient essentiellement à la recherche de Dieu. Au 20e siècle, ça va être autre chose. Le 20e siècle est un siècle plus idéologique que religieux. Ce n'est plus la même chose. Mais au 19e, la question religieuse est centrale. Et elle était centrale dans la pensée de Louis-Joseph Papineau. Il ne faut pas voir Papineau comme quelqu'un qui était un ennemi des Anglais. Il ne faut pas même le voir comme étant quelqu'un qui était d'abord un nationaliste canadien-français. Louis-Joseph Papineau est un homme de son temps, et même je dirais que c'est un homme du 18e siècle, beaucoup plus que du 19e. C'est un homme de la philosophie des Lumières. Alors c'est un libéral, mais un libéral dans le sens qu'il veut libérer les classes dominantes de ce qu'il appelle l'oppression, l'obscurantisme de l'Église. En fait, il veut se libérer de la loi morale, de la loi de Dieu. Papineau a étudié au Petit Séminaire de Québec et il a perdu la foi à l'âge de 18 ans. Il ne l'a jamais retrouvé. Il est mort en refusant les derniers sacrements. Son épouse, Julie Papineau, était très pieuse. Elle avait amené un prêtre sur son lit de mort, mais il a refusé. Il a même demandé à être enterré dans sa seigneurie et non pas dans un cimetière catholique. Alors, je dirais que l'ennemi numéro un de Louis-Joseph Papineau, c'était beaucoup plus le prêtre que l'anglais. On a tendance aujourd'hui à le présenter comme un nationaliste canadien-français. En réalité, ce que Louis-Joseph Papineau voulait, c'était que les colonies britanniques de l'Amérique du Nord deviennent autonomes, sans rompre complètement avec l'Empire britannique, mais il voulait qu'elle ait une autonomie intérieure par l'obtention de ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Mais par la suite, il souhaitait que toutes ces colonies-là s'unissent dans une fédération de type américain. Alors donc, au fond, Louis-Joseph Papineau est beaucoup plus un précurseur de la Fédération canadienne qu'un précurseur de l'idée d'indépendance du Québec. Et même, il ne faut pas oublier que Papineau était un grand admirateur des Anglais, c'était un anglophile, il n'avait dans le début de sa carrière politique que des éloges pour le système parlementaire britannique. Il va délaisser ça un peu par la suite, mais pour donner finalement un admirateur des Américains. Jamais Papineau n'a été un admirateur des Français et encore moins des Canadiens français. Donc Papineau n'est pas un nationaliste. Et quelque chose qui le montre, c'est le drapeau des Patriotes de 1837. C'était un tricolore horizontal. Or, à cette époque-là, les tricolores, c'était un symbole de révolution libérale. Hein? Ça venait du tricolore français, le bleu, blanc, rouge. Qu'il soit horizontal ou vertical, ça ne change rien. Mais là, on avait un tricolore horizontal. La barre supérieure était verte. Ensuite, il y avait une bande blanche et une bande rouge. Or, les trois couleurs représentaient trois groupes ethniques. Le vert pour les Irlandais, le blanc pour les Français et le rouge pour les Anglais. Donc, on voit que le drapeau des Patriotes est un drapeau libéral, démocratique, mais aussi multiethnique, multiculturel. Monseigneur Jean-Jacques Lartigue a été le premier évêque de Montréal. Il a été nommé en 1820, mais avec le titre d'évêque auxiliaire de Québec, avec responsabilité pour le district de Montréal. C'est seulement en 1936 que Montréal va être érigé en diocèse comme tel. Mais bon, en pratique, il était quand même l'évêque de Montréal depuis 1820. Alors, Monseigneur Lartigue était le cousin de Louis-Joseph Papineau. Et on pourrait dire que les deux étaient un peu comme des frères ennemis. Ça se voyait souvent dans les familles du 19e siècle. Hein. Il y en avait un qui était très catholique et l'autre qui était très anticlérical. Alors c'est le cas aussi de ces gens-là. Mais Monseigneur Lartigue était aussi un grand nationaliste. C'était quelqu'un qui savait tenir tête au gouverneur anglais.
Parce qu'à cette époque-là, le gouverneur anglais, c'est un protestant et l'État colonial britannique est protestant, juridiquement, institutionnellement protestant. Et il essaie de mettre des entraves dans le fonctionnement de l'Église catholique. Il essaie finalement de subordonner l'Église catholique à l'État pour que, avec le temps, l'Église catholique du Canada se transforme en Église anglicane. Hein, vous savez que dans l'anglicanisme, c'est le roi d'Angleterre qui est le chef de l'Église anglicane. Alors donc, on voulait finalement protestantiser l'Église catholique de manière progressive, imperceptible. Or, Monseigneur Lartigue s'est toujours opposé à ça, ces entraves, cette tyrannie que l'État essayait de faire peser sur l'Église. Alors lui, il disait que les Anglais ne respectaient qu'une chose, le fait accompli. L'évêque de Québec était beaucoup plus loyaliste à cette époque-là. Il était beaucoup plus soumis au gouvernement. Quand, par exemple, il voulait ouvrir une école, il voulait ouvrir une paroisse, il demandait la permission du gouverneur. Le gouverneur faisait toujours tarder les choses, il mettait différentes entraves. Alors que Monseigneur Lartigue, lui, il disait, non, on crée la paroisse, on crée l'école, on crée des institutions, et les Anglais finiront bien par les accepter. Monseigneur Lartigue voulait, par exemple, que le pape érige Montréal en diocèse sans demander la permission au ministre des colonies en Angleterre. Alors que l'évêque de Québec lui disait non, on va attendre d'avoir la permission, il ne faut pas provoquer l'État anglo-protestant. Alors quand on connaît tout ce rapport de force entre l'Église et l'État, et quand on sait qu'à l'époque, l'identité nationale canadienne-française est très liée à la religion catholique, ben, on peut dire que Monseigneur Lartigue a été un défenseur très efficace de l'autonomie nationale canadienne-française. Maintenant, pourquoi a-t-il condamné les patriotes? Au début, Monseigneur Lartigue est favorable à Papineau. En 1822, les Anglais de Montréal avaient proposé d'unir le Bas-Canada et le Haut-Canada pour mettre les Canadiens français en minorité à la Chambre d'Assemblée du Canada uni. Ce projet-là va être réalisé en 1840, c'est ce qu'on appelle l'acte d'union, mais ça faisait longtemps que c'était en l'air. Et en 1822, le gouverneur demande à la Chambre des communes en Angleterre d'adopter une loi pour unir les deux Canada. À ce moment-là, la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada a délégué Papineau en Angleterre pour défendre l'autonomie, en fait pour défendre la séparation du Bas-Canada. Et Monseigneur Lartigue avait vigoureusement appuyé la démarche de Papineau. 1822, on pourrait dire que c'est l'apogée politique de Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau est à ce moment-là le véritable chef de sa nationalité. Il mène un excellent combat et il a même eu gain de cause puisque l'union ne se fera pas. Il avait réussi à unir tous les Canadiens dans un seul bloc. Et ça, c'était nécessaire pour être capable de résister à l'État colonial britannique. Il fallait que les Canadiens français soient unis dans un seul parti politique. Et c'était le cas en 1822. Mais un peu plus tard, Papineau va lui-même diviser les Canadiens français. En 1831, Louis-Joseph Papineau présente à la Chambre d'Assemblée un projet de loi qu'on a appelé le Bill des fabriques et qui disait que les marguilliers de paroisse, les marguilliers qui siègent sur le conseil de fabrique des paroisses catholiques, devaient être élus par la population, enfin par les riches, entendons-nous, à ce moment-là, on n'a pas encore le suffrage universel, par ce qu'on appelait les notables, finalement. Alors donc, les marguilliers seraient élus par les notables plutôt que d'être plus ou moins choisis par le curé. L'objectif des patriotes, c'était de faire élire leurs partisans sur les conseils de fabrique pour faire une guerre au curé. Alors, à ce moment-là, Papineau est dans une vague d'anticléricalisme extrême. Un signe de ça, quand Papineau était à Québec, il y avait sa femme Julie Papineau qui restait à Montréal. Et sa femme était en fait le bras droit politique de son mari. Et c'est elle qui dirigeait les Patriotes à Montréal quand Louis-Joseph était à Québec. Et ils s'écrivaient 2-3 fois par semaine. Et il parlait des choses de la famille, des enfants bien sûr, mais c'était surtout des lettres politiques qui sont très très intéressantes pour les historiens. Mais l'échange de lettres
de la session de 1831 a disparu. Elle a disparu parce que c'est la fille de Louis-Joseph Papineau, Azélie Papineau, qui était une grande catholique, qui a fait disparaître les lettres de son père parce qu'elle trouvait que son père était trop anticlérical. Alors on peut voir par là que Papineau avait atteint un sommet de haine contre l'Église. Et c'est ce qui va amener la rupture, finalement, du Parti canadien. Le Parti canadien va devenir le Parti patriote, mais le Parti patriote, ce n'était pas tous les Canadiens comme avant. C'était les radicaux, c'était les anticléricaux. Le projet de loi sur le bill le projet de bill des fabriques, finalement, il ne passera pas. Il a été accepté par la Chambre d'Assemblée, la Chambre basse, mais il va être bloqué au niveau du Conseil législatif, la Chambre haute. Le Conseil législatif était composé majoritairement d'Anglais et il était sous la domination de Jonathan Sewell, qui était le chef des Anglais, si on peut dire, et qui était le grand adversaire de Papineau. Jonathan Sewell était très anti-catholique, c'était un protestant fanatique, et c'est certainement pas pour aider l'Église catholique qui a fait ça. Mais il s'est opposé au projet de loi parce qu'il voyait que c'était une manière de diviser politiquement les Canadiens. Mais la même année, le gouvernement de Londres propose à la Chambre d'Assemblée du Canada d'avoir le contrôle du budget. Papineau réclamait la responsabilité ministérielle, c'est-à-dire qu'il voulait que les ministres du gouvernement, les fonctionnaires, enfin tous ceux qui administraient l'État, soient choisis par la Chambre d'Assemblée, majoritairement composée de députés canadiens, plutôt que par le gouverneur. Alors dans le fond, ce qu'il voulait, c'était une vraie démocratie. La responsabilité ministérielle, c'est le régime que l'on a actuellement au Canada. Londres n'acceptait pas de donner la responsabilité ministérielle à ce moment-là, parce que donner la responsabilité ministérielle, c'était à toute fin pratique donner l'indépendance à la colonie. Et l'Angleterre n'était pas prêt à ce moment-là à se débarrasser de son empire. Sauf qu'à Londres, on a proposé un compromis. On a dit à la Chambre d'Assemblée, on ne vous donne pas la responsabilité ministérielle, mais on va quand même vous donner le contrôle du budget. C'est la Chambre qui va décider où va l'argent. Papineau aurait dû accepter cette proposition parce que celui qui paye, c'est celui qui finit par commander. Si vous contrôlez le budget, vous allez finir avec le temps par nommer les personnes qui sont chargées de dépenser l'argent. Ça aurait été une demi-victoire, mais Papineau était dans une phase de radicalisation extrême. Et il voulait avoir tout. C'était la politique du tout ou rien. Il a refusé ce compromis. Et là, il y a beaucoup de Canadiens, de bons patriotes canadiens, qui se sont séparés de Papineau parce qu'ils trouvaient qu'il conduisait le pays sur une mauvaise voie. Une voie qui ne pouvait mener qu'à un affrontement armé. Et cet affrontement armé ne pouvait tourner qu'à l'avantage des Anglais. Alors donc, Papineau s'est éloigné les catholiques, s'est mis à dos les catholiques inutilement, et il s'est mis à dos tous les Canadiens modérés inutilement. Il se retrouvait seul, il était imbu de lui-même, il avait un tempérament de plus en plus tyrannique, et il marchait dans une voie qui ne pouvait conduire qu'à la guerre civile. Mais le pire, c'est qu'en 1837, quand les premiers coups de feu vont éclater, Papineau était surpris. Il était le seul qui a été surpris. Il avait conduit son peuple à une guerre civile, mais sans les préparer à un combat. George Washington, lui, au moins, avait préparé les Américains pendant 10 ans avant de déclencher la guerre civile. Alors, du point de vue de la rille politique, on ne peut pas dire que Papineau, c'est très brillant. C'est toujours intéressant de faire l'histoire de la réputation historique d'un grand personnage, parce que ça nous montre un peu l'évolution de la société, des idées dans cette société-là. Alors, à la fin du 19e siècle, Papineau était généralement bien vu par tout le monde, parce que les deux grands partis politiques canadiens et français, le Parti libéral, le Parti conservateur, qu'on appelait plutôt à l'époque le Parti rouge et le Parti bleu, mais les deux étaient finalement des descendants du Parti patriote. Les deux se réclamaient de Louis-Joseph Papineau.
Et les deux étaient tout à fait heureux que la responsabilité ministérielle ait finalement été accordée. C'est pas Papineau qui l'a obtenu, la responsabilité ministérielle. C'est son successeur, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui, lui, Louis-Hippolyte Lafontaine, n'était pas anticlérical. C'était un bon catholique. Et en plus, c'était un libéral, mais modéré, et beaucoup plus habile sur le plan politique. Lui, c'est le grand modèle qu'on devrait avoir dans notre histoire. C'est pas Louis-Joseph Papineau, c'est plutôt Louis-Hippolyte Lafontaine. Et Papineau a fait l'erreur de mener la guerre à Lafontaine. Encore une fois, il a divisé les Canadiens français. Mais n'empêche que tout le monde se réclamait plus ou moins de cette grande victoire de la responsabilité ministérielle qui va amener finalement à l'indépendance du Canada par rapport à l'Angleterre. Même le clergé semble avoir passé sous silence l'anticléricalisme de Papineau à la fin du 19e siècle. Il a comme récupéré le personnage de Papineau dans un grand projet de défense de l'identité nationale qui était de toute façon rendu à ce moment-là catholique. Il faut attendre les années 1920 ou 30 pour que l'historien Lionel Groulx rappelle l'anticléricalisme de Papineau. Et ça, c'est intéressant de situer le contexte, parce que dans les années 1930, le libéralisme anticlérical revient en force au Québec. Alors, on commence à vouloir ébranler l'ordre catholique qui avait régné, disons, entre 1850 et jusqu'à la Révolution tranquille, 1960. Alors, déjà, on sent les premiers craquements, on sent l'esprit de la Révolution tranquille qui s'en vient dès les années 1920-1930. Et c'est là que Lionel Groulx a rappelé cet anticléricalisme de Papineau qui était un peu tombé dans l'oubli. Par la suite, dans les années 60, ben là, on va récupérer Papineau au profit du mouvement indépendantiste. On présente Papineau comme un indépendantiste québécois, ce qu'il n'était pas vraiment. Si le Bas-Canada avait obtenu la responsabilité ministérielle telle que le Papineau le voulait, oui, d'une certaine manière, le Bas-Canada serait devenu une espèce d'État autonome à l'intérieur du Canada, de l'Empire britannique. Mais comme je vous disais plus tôt, l'idée de Papineau, c'est ensuite de fédérer ce Bas-Canada avec les autres colonies britanniques. Donc on se serait retrouvé dans un Canada fédéral et bilingue, exactement comme ce qu'on a eu finalement. Donc le mouvement indépendantiste a récupéré Papineau. Je remarque que depuis les années 1990, il y a un autre aspect des Patriotes de 1837 que l'on remet à l'honneur, et c'est l'aspect multiculturel. Et je pense que le Parti québécois, qui se veut un parti souverainiste, mais non nationaliste, un parti souverainiste multi-ethnique, ben, il se reconnaît très bien dans cette image du Parti patriote. Et c'est là où on en est maintenant. Vous savez, on a décrété, c'est le gouvernement péquiste de Bernard Landry qui a dit que la fête du 24 mai serait désormais la fête des patriotes. La fête du 24 mai, au départ, c'était la fête de la reine, la fête de la reine Victoria. Dans les années 1920, les nationalistes l'avaient transformée pour l'appeler la fête de Dollard des Ormeaux. Et dans le code du travail du Québec, c'est assez drôle parce qu'on voit toute la liste des jours fériés. Et 24 mai, fête de la reine ou fête de Dollard des Ormeaux. J'imagine que maintenant, on doit avoir ajouté ou fête des patriotes, parce qu'on n'élimine pas, on ne fait que rajouter. Alors, c'est assez drôle de voir ça. Le Québec est vraiment une société distincte. Je pense que la seule place au monde où on peut voir une journée fériée qui est consacrée à 3 personnages différents. Mais ce qui est le pire, pensez-y. Dollard des Ormeaux, il avait gagné, lui. C'était un gagnant. Il avait battu les Iroquois au Lonceau. Papineau, c'est un perdant. Ça prend bien les Québécois pour remplacer la fête d'un gagnant par la fête d'un perdant. Il faut apporter une réponse nuancée à cette question. Moi, je suis un peu dans l'idée du grand écrivain nationaliste français Maurice Barrès, qui disait que la France devait assumer toutes les périodes de son histoire, bonnes ou mauvaises, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. La France, c'est la France de Saint-Louis, mais c'est aussi la France de Louis XIV, c'est aussi la France de Napoléon Bonaparte. C'est la même nation.
Mais je dirais un peu la même chose du Canada français. Papineau, les Patriotes de 1837 font partie de notre histoire. Il faut l'assumer, il faut même les admirer pour ce qu'ils avaient de bien. Quand même, les Patriotes de 1837 tenaient tête à un gouvernement colonial britannique qui était très tyrannique, qui était très oppressif. Alors la petite clique du château autour de Jonathan Sewell, c'était une oligarchie qui profitait de son autorité pour se remplir les poches. Lord Durham lui-même, qui était loin d'être sympathique aux Canadiens français, hein, c'est lui qui a dit « un peuple sans histoire ni littérature qu'il faut assimiler », ben Lord Durham avait quand même conclu que la clique du château était néfaste et que c'était eux qui étaient les principaux responsables des problèmes politiques et sociaux au Canada français. Donc Papineau se battait contre un ennemi véritable. Il avait des revendications justes d'une manière générale. Malheureusement, il s'est laissé dévier. Je pense que sa grande faiblesse, c'est son anticléricalisme. Et s'il n'avait pas été aussi anticlérical, peut-être aurait-il été plus lucide sur le plan national aussi. Alors donc, est-ce qu'aujourd'hui, un nationaliste québécois ou canadien-français peut se réclamer de Louis-Joseph Papineau? Peut-être, mais avec des réserves, avec de très sérieuses réserves. C'est pas le meilleur de notre histoire, ça. L'écrivain Maurice Barrès disait que une nation, une patrie, c'était la terre et les morts. Alors j'aime bien cette image, mais voici qu'est-ce que j'entends par la terre. La terre, c'est pas rien que le territoire national, c'est pas rien que le sol. Oui, c'est un aspect, et pour nous, les Canadiens français, ben, notre terre, c'est la vallée du Saint-Laurent. C'est le cœur de notre territoire, c'est le Saint-Laurent. Mais c'est beaucoup plus que ça, la terre. C'est aussi les caractéristiques communes du peuple qui habite cette vallée du Saint-Laurent. Alors, on est des descendants de Français, et même de Français qui viennent du nord-ouest de la France. Alors, c'est même pas tous les groupes ethniques français qui se sont retrouvés en Nouvelle-France. C'était une région assez particulière. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'a jamais eu les patois régionaux en France. Tous les Canadiens parlaient en fait le français, et parlaient même un français très pur, assez semblable à ce qui se parlait en Normandie ou à Paris à la même époque. Alors donc, nous avons donc c'est cette caractéristique ethnique, la langue maternelle, la religion, les coutumes, les traditions, le droit, le système juridique français. Alors ça, c'est tout un ensemble de traits communs que j'appelle la terre. C'est ça qui fait qu'un Québécois sent qu'il est un Québécois, qu'il est comme tel autre ou tel autre qui est aussi québécois, et ça lui fait sentir aussi qu'il est différent d'un Ontarien, d'un Américain ou même d'un Anglo-Québécois. Mais il y a aussi les morts. Les morts, c'est la conscience historique, c'est le lien entre les générations. Je dirais que la Terre, c'est les liens entre une même génération, les morts, c'est le lien entre les générations. C'est, comme disait Ernest Renan, cette volonté de vivre en commun et cette volonté de continuer la vie commune. C'est pas tout de se dire nous avons des ancêtres communs. Il faut encore dire on veut continuer cette identité que l'on a héritée de nos ancêtres. Et c'est ce qu'on ne fait plus au Québec aujourd'hui. Alors, au Québec, je dirais que le lien intergénérationnel est brisé. Oui, on se reconnaît encore dans les Français qui sont venus s'installer ici au temps de Jean Talon, les filles du roi et tout ça, on va honorer tout ça, mais c'est comme si on n'avait plus la volonté de continuer cette vie commune. On veut remplacer cette nation française par quelque chose d'autre. Et c'est au niveau de la conscience historique qu'on fait la transformation. Il y en a qui dénoncent l'immigration. Oui, effectivement, l'immigration, une immigration massive, mal contrôlée, mal intégrée, comme on a actuellement, peut effectivement menacer l'identité québécoise. Mais moi, je dirais que ce n'est pas la pire menace. La pire menace, elle est en nous-mêmes, chez nous, dans notre perte de volonté de transmettre aux futures générations ce que l'on a reçu des générations précédentes. Alors donc, si on applique ça au Canada français,
Le Canada français est probablement l'une des nations les plus homogènes qu'il y a dans le monde occidental. Alors, qu'est-ce qui fait un Canadien français? Ben, il faut être un descendant des Français qui sont arrivés ici en Nouvelle-France. Il faut être évidemment de langue maternelle française, de religion catholique. Et c'est certain que cette rupture avec la religion catholique qu'on a eue dans les années 1960 nous a amené une rupture dans notre identité nationale. La rupture a été tellement forte qu'on a même changé de nom. On s'appelait des Canadiens français et on a commencé à s'appeler des Québécois. C'est assez rare que l'on voit dans l'histoire un peuple qui change de nom. Prenez par exemple les Polonais. Les Polonais ont été conquis par les Russes, par les Allemands, par les Autrichiens. Au fil de l'histoire, la Pologne, c'est un pays qui est apparu, il est disparu, il est réapparu. Mais les Polonais se sont toujours appelés des Polonais. Prenons maintenant l'exemple de la France. La France a changé de régime politique très souvent dans son histoire. La Révolution française est une coupure radicale, mais les Français continuent à s'appeler des Français. Je ne connais pas beaucoup d'exemples, enfin, je ne connais pas d'exemple du tout d'un autre peuple qui a changé de nom aussi souvent que nous. On était d'abord des Français. En 1650, on est des Français. En 1700, on commence déjà à s'appeler des Canadiens. Après la Confédération de 1867, on s'appelle des Canadiens français. Et après la Révolution tranquille de 1960, on s'appelle des Québécois. Et maintenant, on n'ose même plus parler de Québécois. On trouve que ça fait trop nationalisme ethnique, ça fait trop raciste. On parle des Québécois francophones. C'est assez étonnant de voir un peuple qui change aussi souvent de nom. Mais pourquoi? Je pense que c'est à cause de ce fameux concept des morts dont je vous parlais tantôt, cette transmission de l'identité qui se fait mal d'une génération à l'autre. La France et l'Angleterre sont deux peuples, deux cultures assez proches. Et c'est sans doute pour ça qu'ils ont été ennemis si longtemps. Hein, l'histoire aurait pu être différente. Vous savez qu'à une certaine époque, le roi d'Angleterre était en même temps roi de France. N'eût été de Jeanne d'Arc, la France et l'Angleterre auraient peut-être été le même royaume. L'Angleterre a été très marquée par la conquête normande de 1066. La noblesse anglaise, au temps de Richard Cœur de Lion, parlait le français. En fait, Richard Cœur de Lion est beaucoup plus un Français qu'un Anglais. Alors, c'est comme deux peuples, je dirais deux frères ennemis, les Français et les Anglais. Donc, ils ont beaucoup en commun, mais ils ont aussi des différences fondamentales. L'une des grandes différences entre l'esprit français et l'esprit anglais, c'est l'esprit juridique. Alors, le raisonnement juridique n'est pas le même. Le droit anglais, le common law, part du fait pour aller au principe, alors que le raisonnement juridique français part du principe pour l'appliquer à un fait. C'est en philosophie, on appelle ça la différence entre la méthode déductive et la méthode inductive. Alors, ça marque tout un esprit, toute une civilisation. Mais je pense que la plus grande différence entre l'esprit français et l'esprit anglais tient plutôt à la religion. En fait, les Anglais, ce sont des chrétiens du Moyen-Âge qui ont dévié de la foi catholique, et c'est le protestantisme qui a façonné leur esprit. Quand on accuse le monde anglo-saxon, par exemple, d'être matérialiste, comme le faisait quelqu'un comme Lionel Groulx, ou toute l'école nationaliste canadienne-française de l'entre-deux-guerres, on disait que les anglo-saxons avaient commercialisé le stock humain, ils étaient très matérialistes. Ben, moi, je pense que c'est plutôt à cause du protestantisme qu'à cause de la langue ou de la culture anglaise en tant que telle. Au Moyen-Âge, l'Angleterre était une société très, très catholique. Il y avait plus de monastères en Angleterre qu'en France. Et si j'étais un Anglais, je serais un Anglais catholique, et je serais très fier d'être un Anglais catholique en me tournant vers cette Angleterre médiévale, en essayant de mettre un X sur le schisme de Henri VIII. Alors donc,
Comment les Canadiens français et les Canadiens anglais peuvent-ils s'entendre? Ben, ils ont quand même des choses en commun. Il ne faut pas sous-estimer l'acculturation que l'on a eue dans notre société canadienne-française. La présence anglaise, elle est là, elle nous a marqués. Elle nous a marqués par les institutions politiques, surtout par le système juridique. On a réussi à faire un bel amalgame entre l'esprit juridique français et l'esprit juridique anglais. Les juges du Conseil privé de Londres, qui était autrefois le tribunal suprême de l'Empire britannique, l'appel au Conseil privé de Londres a été aboli en 1949, mais avant ça, on pouvait en appeler d'une décision de la Cour suprême du Canada au Conseil privé, qui était le tribunal suprême de l'Empire britannique. Alors, lors d'une cause, je ne me souviens plus laquelle, les juges avaient fait l'éloge des avocats canadiens-français en disant « Il n'y a rien de plus beau qu'un avocat qui est capable de plaider le droit anglais avec l'esprit cartésien des Français. » Je pense que l'éloge allait à Louis Saint-Laurent, qui était à ce moment-là l'avocat du gouvernement fédéral et qui va être par la suite Premier ministre du Canada. Mais dans le fond, c'est un éloge qui pourrait aller à tout notre système juridique et d'une certaine manière à toute la société québécoise. La société québécoise, c'est une société d'origine française, c'est vrai, mais il n'y a pas eu que ça. On a aussi été influencé par le droit anglais, les institutions politiques anglaises, et on a été influencé par un système économique, un mode de vie américain. Alors, et c'est ce que nous sommes. Bon, ça ne fait pas des Québécois des gens mieux que les autres, ni pire que les autres, mais il faut s'apprécier tel que l'on est. Après la défaite des Patriotes en 1837, on pourrait dire que l'Église catholique a réparé les pots cassés. L'Église catholique a repris le nationalisme et l'a restructuré en fonction d'une autre idéologie qu'on appelle l'ultramontanisme, alors que Papineau, lui, la structurait autour de l'idéologie du libéralisme. Alors, c'est quoi l'ultramontanisme? Alors, l'ultramontanisme, c'est la doctrine d'une société intégralement catholique où l'Église est soumise au pape, à l'autorité du pape, d'une part, et où l'État est subordonné à l'autorité de l'Église, d'autre part. L'ultramontanisme au 19e siècle s'oppose à deux autres idéologies. Le gallicanisme. Le gallicanisme était très fort en France dans l'Ancien Régime, au temps de Louis XIV, par exemple. Alors, le gallicanisme dit on doit avoir une société catholique, mais c'est l'État qui doit avoir le pas sur l'Église plutôt que l'Église sur l'État. Donc, le gallicanisme, c'est un État catholique qui veut subordonner le pouvoir spirituel au pouvoir politique. Les ultramontains se battaient contre ça. Mais au 19e, les ultramontains vont aussi se battre contre le libéralisme qui était issu de la philosophie des Lumières, qui était issu de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Quand on parle au Québec du libéralisme au 19e siècle, c'est plus dans sa lutte contre quand on parle, je veux dire, de l'ultramontanisme au 19e siècle, c'est plus par rapport à sa lutte contre le libéralisme que par rapport à sa lutte contre le gallicanisme qui n'était pas très fort nécessairement au Canada français. Mais au bout du compte, c'est le libéralisme qui l'a emporté, je dirais, avec Wilfrid Laurier. La grande figure de proue de l'ultramontanisme, c'est Monseigneur Bourget, l'évêque de Montréal. Ensuite, ça a été Monseigneur Laflèche, l'évêque de Québec. Mais Monseigneur Laflèche, évêque de Trois-Rivières. Mais force est d'admettre que finalement, le libéralisme va finir par l'emporter au tournant du 20e siècle. Alors pourquoi? L'explication se trouve dans l'Église catholique et non pas dans la force du libéralisme en tant que tel. C'est en fait le catholicisme libéral de Monseigneur Taschereau, l'archevêque de Québec, qui va vaincre l'ultramontanisme. Or, qu'est-ce que les catholiques libéraux disaient? Les catholiques libéraux, eux, essayaient de trouver un compromis entre finalement deux philosophies antinomiques, le catholicisme et le libéralisme. On n'essayait pas de fusionner les deux idéologies. Les catholiques libéraux admettaient que les deux idéologies étaient incompatibles, mais ils recherchaient une espèce de coexistence pacifique, une espèce de modus vivendi.
Alors, leur formule, c'était l'État libre dans l'Église libre. Alors, l'État libre et l'Église libre. Non pas l'union de l'Église et de l'État, comme le prônaient les ultramontains, non pas la séparation de l'Église et de l'État, comme le prônaient les libéraux radicaux, mais plutôt une espèce de situation intermédiaire. L'Église libre et l'État libre. Or, ce qui est arrivé, c'est qu'à Rome, on a définitivement, sous le pontificat de Léon XIII, Léon XIII devient pape en 1878, alors à partir du pontificat de Léon XIII, Rome adopte finalement une politique catholique libérale et dans tous les pays, elle va soutenir les évêques catholiques libéraux contre les évêques ultramontains. En France, ça a pris la forme du ralliement des catholiques à la République. En 1892, le pape Léon XIII demande aux catholiques français, qui étaient presque totalement monarchistes à ce moment-là, et il demande aux catholiques français de se rallier à la République pour finalement construire une République conservatrice, catholique, nationaliste. Finalement, ça a démoli la force politique des catholiques et ça n'a profité qu'aux anticléricaux qui vont séparer l'Église de l'État quelques années plus tard, en 1905. Ici, au Canada, ça a tourné autour de différents débats, comme par exemple la question des écoles catholiques du Manitoba, mais c'est le même principe. Rome a appuyé finalement la politique de compromis de Monseigneur Taschereau plutôt que la politique d'affrontement vigoureux des ultramontains, Monseigneur Bourget et Laflèche. Jules-Paul Tardivelle est un bon représentant de cette idéologie ultramontaine, de ce radicalisme catholique qu'on avait partout dans le monde à la fin du 19e siècle. Alors, il a écrit en 1895 une espèce de roman d'anticipation politique. L'histoire se passe en 1945 et il y a à ce moment-là un complot de la franc-maçonnerie pour faire disparaître la nation canadienne-française. Parce que la nation canadienne-française est un bastion de foi catholique en Amérique du Nord. Pour faire disparaître la nation canadienne-française, on veut faire disparaître l'État provincial du Québec. On veut finalement abolir le régime fédéral, centraliser tout à Ottawa. Et il y a une alliance à ce moment-là entre la franc-maçonnerie anglaise qui gouverne à Ottawa et la franc-maçonnerie française qui s'est installée au Québec pour faire une révolution anticléricale à l'intérieur même de la province de Québec. Mais le héros du roman, qui s'appelle Joseph Lamirande, arrive, c'est un grand catholique, c'est un ultramontain, c'est un habile politique, et avec l'aide du ciel, il va réussir à sauver la patrie en séparant le Québec du Canada. L'idée de Tardivelle, c'était évidemment de créer une république, il appelait ça la République de la Nouvelle-France, il n'appelait pas ça le Québec, il aurait voulu appeler ça la République de la Nouvelle-France, c'était de créer finalement un État français et catholique. Son modèle de chef d'État, c'était Garcia Moreno, qui a été président de l'Équateur dans les années 1870 et qui est mort assassiné, beaucoup disent qu'il est mort en martyr. Alors c'était le genre de régime qu'il voulait établir, un État assez conservateur, autoritaire, catholique. Mais fondamentalement, son roman n'est pas un roman indépendantiste. Si aujourd'hui un indépendantiste lisait ça, il serait peut-être un petit peu déçu, parce que, en fait, ce que Tardivelle voulait surtout dénoncer, c'était la franc-maçonnerie. Son roman s'inscrit dans la campagne anti-maçonnique que les ultramontains menaient à l'époque. On ne peut certainement pas établir un lien entre les deux. C'est même radicalement le contraire. Au fond, ce que Tardivelle veut faire, il veut que le Québec se sépare du Canada pour être une société encore plus distincte en Amérique du Nord. Une société intégralement française et intégralement catholique. Le projet indépendantiste du Parti québécois, qui s'inscrit dans le sillage de la Révolution tranquille, veut faire le contraire, veut en fait
séparer le Québec du Canada pour que le Québec s'aligne, puisse mieux s'aligner sur le modèle canadien. Un qui l'avait bien dit, c'était Jean Lesage, hein, le père de la Révolution tranquille, qui avait dit « Il faut que le Québec soit une province comme les autres ». René Lévesque ne voulait pas que le Québec soit une province, il voulait que le Québec soit un pays. Mais il aurait dit à peu près la même chose. Il faut que le Québec soit un pays comme les autres. Alors, un pays comme les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire un pays comme les États-Unis. Un pays démocratique, multiculturel, multiethnique, libéral et finalement mondialiste. René Lévesque le disait dans ses mémoires. Il se disait fédéraliste. Il écrit dans ses mémoires, il dit « Je suis fédéraliste, mais je veux une fédération mondiale et non pas une fédération canadienne. » Pierre Elliott Trudeau voulait exactement la même chose. Pierre Elliott Trudeau rêvait d'une fédération mondiale, mais Trudeau lui disait « Il faut maintenir la fédération canadienne pour qu'elle puisse servir de modèle à la future fédération mondiale. » Au fond, les deux voulaient la même chose, une fédération mondiale, une espèce de république universelle sous l'autorité de l'ONU. Mais chacun prenait des moyens un peu différents. Et je dirais qu'au fond, le plus logique était peut-être Pierre Elliott Trudeau. Si on veut constituer une fédération mondiale, pourquoi commencer par démolir la fédération canadienne? Faisons au contraire bien fonctionner la fédération canadienne. Trudeau était plus logique que Lévesque, et c'est probablement pour ça qu'il l'a emporté sur Lévesque. La Révolution tranquille a fondamentalement changé l'identité canadienne-française. D'ailleurs, on a même adopté un autre nom, une autre étiquette, on s'est appelé des Québécois. En quoi est-ce qu'on a changé l'identité canadienne-française? C'est parce qu'avant, l'identité canadienne-française reposait sur, je dirais, deux piliers. Alors, la France, mais pas n'importe quelle France. La France classique, la France de Louis XIV. Il ne faut pas oublier que le Canada français a été créé par la France de Louis XIV, non pas par la France de Saint-Louis, pas par la France de Napoléon Bonaparte. Donc, c'est une France particulière, une France très cartésienne, je dirais, avec ses qualités et avec ses défauts. Le deuxième pilier de l'identité canadienne-française, c'était la religion catholique. Mais la Révolution tranquille a ébranlé ces deux piliers. La religion catholique, c'est assez évident. Et dans le sillage de Vatican II, on a finalement, comme on disait à l'époque, on a enlevé le crucifix des écoles, ça résumait tout. On a mis la religion catholique aux poubelles. C'était déjà un gros pan de l'identité canadienne-française qui venait d'être renversé. Mais on a également touché à l'autre, surtout par la réforme de l'éducation, la réforme Parent des années 1960, visait finalement à transformer notre système d'éducation, qui était un système d'éducation catholique axé sur les humanités classiques, qui s'inspirait du Ratio Studiorum des Jésuites et qui était profondément enraciné aussi dans la version, je dirais, française du Ratio Studiorum des Jésuites. Alors, on a remplacé ça par le modèle du high school américain, le modèle du collège technique. Et c'était dit en toutes lettres dans le rapport Parent en 1965, il faut que le Québécois devienne un homo technicus. On voulait former des ingénieurs. Notre ancien système d'éducation, notre système de collège classique visait d'abord à former des prêtres. L'homme canadien-français idéal, je dirais, c'était le prêtre. Mais bien sûr, tout le monde ne devenait pas prêtre. Alors à ce moment-là, celui qui n'avait pas la vocation d'être prêtre pouvait devenir avocat, médecin, politicien, commerçant, peu importe. Mais il avait reçu une formation humaniste qui en ferait une élite d'une société catholique. Mais à partir des années 1960, on est omnubilé par le progrès technique américain, c'est la conquête de l'espace et tout ça. Et on devient des admirateurs inconditionnels de cet homo technicus. Et on a changé tout notre système d'éducation pour former finalement des ingénieurs. En pratique, on n'a pas tellement formé d'ingénieurs, on a formé surtout des fonctionnaires.
Alors, en étendant le cours de formation générale à tout le monde, dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'emplois dans la fonction publique. Alors, on a formé, quand on ne formait pas des ingénieurs, on formait des fonctionnaires. Mais d'une manière ou d'une autre, que l'on soit ingénieur ou qu'on soit fonctionnaire, on a une mentalité assez quantitative, assez fermée. Ce n'est pas l'ouverture d'esprit de la formation humaniste qui était axée sur l'étude de la littérature, sur l'étude aussi et surtout des lettres anciennes, le latin, le grec, la philosophie thomiste. Alors ça nous donnait une toute autre perception de la vie, un tout autre type de société. Quand notre élite est formée à cette école humaniste ou quand notre élite est formée à une école technocratique, ça ne vous donne pas le même genre de société. Et c'est dans ce sens-là que je dirais que oui, la Révolution tranquille a touché aux deux fondements de notre spécificité culturelle, c'est-à-dire la foi catholique d'un côté et l'humanisme classique de l'autre. On pourrait être pessimiste sur l'avenir du Québec, sur l'avenir des Canadiens français, et je le suis dans une certaine mesure. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut constater. Ce que l'on appelle aujourd'hui le Québécois francophone reste malgré tout un Canadien français. Qu'il le veuille pas, il est le fruit de ses ancêtres, il est le descendant de ses ancêtres. Et le Québécois francophone, je dirais que c'est un Canadien français affaibli, un Canadien français décadent, un Canadien français dégénéré, appelez ça comme vous voulez, un traître, mais ça reste un Canadien français. Et tant que ça reste un Canadien français, il y a de l'espoir. Il peut redevenir un Canadien français s'il renoue avec l'esprit de ses ancêtres, avec les morts. Il doit redécouvrir les morts, comme disait Maurice Barrès, s'il veut sauver la terre, s'il veut sauver son identité. Comment peut-il retrouver son identité? C'est certain que l'histoire nationale est un fil conducteur. Lionel Groulx disait « Ils gardent l'avenir, ceux qui gardent l'histoire ». Alors je dirais donc aux jeunes Québécois aujourd'hui qui sont en quête d'identité, apprenez votre histoire. Lisez notamment Lionel Groulx, mais pas seulement Groulx, toute l'école nationaliste qu'il y avait autour de Groulx. Mais j'irai plus loin, il faut aller plus loin. Thomas Chappé, un autre grand historien du début du siècle, disait « Un Canadien français qui n'est pas catholique, c'est quelque chose de monstrueux. » Et au fond, la grande question reste la question de la foi, et le Canada français va survivre s'il revient à la foi catholique. Merci de vous prêter à notre petit questionnaire qu'on essaie de rendre un petit peu traditionnel dans nos entretiens. Alors, quel serait votre personnage historique québécois préféré? Maurice Duplessis, le plus grand premier ministre de notre histoire. Votre chanteur francophone préféré? La Bolduc, dans les années 30, parce qu'elle a bien exprimé la mentalité du Canada français de ce temps-là. Votre acteur francophone préféré? C'est une question qui m'embête parce que je n'aime pas beaucoup le cinéma. C'est un divertissement pour ilotes, comme disait l'écrivain Georges Duhamel. En un mot, ce que vous aimez dans notre province? Les Québécois. Les Québécois qui sont au fond membres d'une grande famille. Alors, on est très, très proches, on est très semblables, très homogènes, et c'est ce qui fait notre charme. Ce que vous détestez? Les Québécois qui ne sont pas nationalistes. Alors, et surtout les Québécois qui sont soit anglophiles ou soit franco-lâtres. Alors, les doubles acculturés, ceux qui admirent de manière excessive les Anglais, ou au contraire, ceux qui ont encore une mentalité de colonisé, qui admirent de manière excessive les Français.
Votre écrivain préféré? Lionel Gros. La qualité que vous appréciez chez les Québécois? Un esprit pacifique, modéré, tranquille. Le défaut qui vous horripile chez les Québécois? C'est le pendant de leur qualité, c'est-à-dire une certaine mollesse politique. Si vous aviez un seul mot pour décrire la ville de Québec? La France en Amérique. Votre film québécois préféré? Les Ploufs, qui ont bien représenté l'esprit du Québec de 1940. Votre livre fétiche? Le tome 2 des Mémoires de Groulx, qui parle de la revue L'Action française, parce que l'Action française, c'est ce qui exprime le mieux le nationalisme réel, le nationalisme intégral canadien-français. Et pour finir, votre endroit préféré au Québec? L'Oratoire Saint-Joseph, par dévotion pour le frère André. Amen. Merci beaucoup.